Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Le conflit débute. La France de Napoléon III se veut sûre d'elle-même et néglige son adversaire. Le ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, déclare: Nous sommes entièrement prêts. Si la guerre devait durer un an, nous n'aurions pas acheté un bouton de guêtre. Il persiste et signe en disant lors du Conseil des ministres: De Paris à Berlin, c'est une promenade, la canne à la main. Et enfin, l'armée prussienne n'existe pas, je la nie. Belle vision, beau résultat. Comme je l'avais exposé en détail lors de ma précédente vidéo, quel était l'état des forces en présence? Du côté français, l'armée de Napoléon III est une force aguerrie composée de professionnels. Elle a l'expérience, elle a le prestige, mais en coulisses, les fondations sont fragiles. L'organisation laisse à désirer. Les troupes sont éparpillées et la préparation générale n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Officiellement, l'armée impériale repose sur environ 600 000 hommes. En comptant les réservistes, on grimpe à 650 000 hommes. Mais attention, sur ce total, près d'un tiers est en réalité inutilisable. Ces hommes ne sont pas encore équipés, ni formés, ni encadrés. Autre problème, les forces sont dispersées. Certains soldats sont stationnés en Algérie, d'autres à Rome. Et depuis 1859, la France n'a pas connu de véritable guerre sur le continent européen. Une réforme ambitieuse avait été lancée en 1869, la loi Niel. Elle prévoyait de moderniser le système militaire, mais face à la pression politique, en particulier de la gauche, qui était républicaine à l'époque, elle a été vidée de sa substance. Le tirage au sort, inégalitaire, est maintenu. Les plus fortunés peuvent toujours éviter le service militaire. Résultat, une armée incomplète, peu homogène et vulnérable. Sur le plan tactique et matériel, l'armée française reste attachée à des doctrines issues de l'époque napoléonienne, c'est-à-dire l'offensive, la manœuvre, l'attaque. En situation défensive, sur le papier, on s'appuie sur des fortifications de campagne pour ralentir l'ennemi. Fortifications de campagne qui ont fait leurs preuves lors de la guerre de sécession il y a quelques années. Mais dans les faits, ces fortifications sont rarement construites ou mal placées. Côté armement, en revanche, la France a des atouts sérieux. Le fusil chasse-peau, par exemple, est supérieur à son équivalent prussien. Sa portée dépasse les 1200 mètres avec une cadence de tir de 5 coups par minute. La mitrailleuse Riffy, quant à elle, est une arme redoutable, jusqu'à 125 balles par minute, portée de 1800 mètres. Mais voilà, on ne l'utilise pas comme il faut. Plutôt que de la cacher ou de la déployer en soutien, elle est placée à découvert comme un simple canon. Autant dire qu'elle devient une cible idéale pour l'artillerie ennemie. Malgré tout, à égalité numérique, les troupes françaises montrent souvent une supériorité tactique. Mais cette supériorité ne suffit pas toujours face à une organisation plus rigoureuse. Le vrai talon d'Achille, c'est le commandement. L'état-major autour de Napoléon III n'est pas une équipe de guerre, mais plutôt une extension de la cour impériale. On y trouve beaucoup de rivalité, peu de coordination et une absence flagrante de vision stratégique. L'empereur, malade, n'arrive pas à s'imposer. Les décisions sont prises en cercle restreint, sans réelle concertation. La cavalerie légère, chargée de repérer les mouvements ennemis, peine à remplir son rôle. La reconnaissance est incomplète, parfois inexistante. On avance sans voir clairement ce qui se passe. Et lorsque la mobilisation rapide ne fonctionne pas comme prévu, aucun plan de repli, aucun scénario alternatif n'est prévu. L'armée donne l'impression de marcher à tâtons. Les ordres sont souvent contradictoires, les manœuvres mal coordonnées. Quant aux officiers, ils ne manquent ni de bravoure ni de bonne volonté, mais très peu sont formés à conduire une guerre moderne, à grande échelle. En résumé, la France aborde la guerre dans une position délicate. Elle reste une grande puissance, mais elle entre dans le conflit sans alliés solides, avec un appareil militaire lent, désorganisé et dirigé de manière confuse. Elle dispose pourtant d'un matériel performant et d'une infanterie compétente. De l'autre côté du Rhin, la situation est bien différente. La Prusse et ses alliés allemands s'appuient sur une organisation redoutablement efficace. Sous la houlette de Bismarck pour la diplomatie et du général Moltke pour l'armée, tout est pensé, anticipé, méthodiquement préparé. Il n'existe pas encore d'armée allemande unifiée, mais un bloc très structuré autour d'un noyau prussien. 700 000 hommes sont mobilisés dans l'Allemagne du Nord. À cela s'ajoutent 200 000 soldats issus des États du Sud, grâce à des traités défensifs. Au total, un potentiel de 900 000 hommes. La différence majeure, tout repose sur trois piliers: un commandement centralisé, une conscription universelle et une mobilisation par région. C'est une armée à la fois nombreuse, entraînée et prête au combat depuis la victoire contre l'Autriche à Sadowa en 1866. La doctrine militaire est offensive. Les pertes sont anticipées. Pour les compenser, l'artillerie est utilisée de manière systématique pour préparer le terrain. Le fusil de Dreise est inférieur au chasse-peau en portée, mais son maniement est simple, sa cadence rapide. Et surtout, il est soutenu par une artillerie impressionnante. Les canons Krupp en acier tirent plus loin, plus vite et avec une grande précision, comparativement à l'artillerie française. Quant à la cavalerie, elle est redoutablement efficace. Ces unités de reconnaissance couvrent rapidement le terrain et transmettent les informations cruciales sur les déplacements ennemis. Le commandement, enfin,
est l'un des grands points forts. Sous Moltke, l'état-major fonctionne avec rigueur et flexibilité. Le plan initial est clair, mais surtout il peut s'ajuster. Les officiers subalternes savent ce qu'ils doivent faire et ils peuvent adapter leur exécution selon la situation sur le terrain. La hiérarchie est fluide, les ordres sont compris, les opérations bien coordonnées, rien n'est laissé au hasard, tout est prévu pour frapper vite, fort et au bon moment. Bref, la Prusse et ses alliés abordent le conflit en position ascendante. Leur armée est moderne, bien commandée, bien équipée et soutenue par un projet politique puissant, l'unification de l'Allemagne face à un ennemi commun. Mais même avec la meilleure armée du monde, encore faut-il la faire arriver à temps sur le champ de bataille. Dans une guerre moderne, la logistique est essentielle. Il s'agit de déplacer plusieurs centaines de milliers d'hommes, de les équiper, de les nourrir et de les faire converger vers les zones défensives sans perdre de temps. Côté français, cette phase critique est mal engagée. Le système de mobilisation est lent et confus. Le télégraphe et le chemin de fer sont utilisés, certes, mais les résultats sont mitigés. On prévoit 55 trains par jour pour transporter 300 000 hommes en 20 jours. Mais à l'arrivée, les unités sont incomplètes. Certaines sont désorganisées, mal encadrées. Le vrai problème, c'est que le recrutement n'est pas régionalisé. Les soldats doivent d'abord passer par des dépôts d'équipement éloignés avant de rejoindre leur régiment. Un exemple, un réserviste lorrain doit se rendre à Angoulême pour s'équiper avant de repartir vers l'Alsace. Résultat, des retards, des doublons, des erreurs de coordination, la mobilisation française démarre dans le désordre. En face, l'Allemagne déploie un système bien huilé. La mobilisation a été planifiée à l'échelle de tout le territoire, les soldats sont équipés et formés localement avant de rejoindre la zone de déploiement. Chaque étape est organisée, chaque unité est prête au combat avant même de monter dans le train. Et le rythme est impressionnant. 70 trains par jour permettent de concentrer près de 460 000 hommes en seulement 18 jours sur la rive gauche du Rhin. Les armées arrivent en ordre, prêtes à frapper, avec une supériorité locale qui se répétera tout au long de la campagne. Mais la victoire ne se gagne pas sur le papier, elle se joue sur le terrain. Mais dès les premiers jours, tout aurait encore pu basculer dans l'autre sens si les chefs avaient agi avec audace, au lieu d'hésitation. Le 4 août 1870, les troupes prussiennes franchissent la frontière. À Wissembourg, les Français sont surpris et le général Douai est tué dès les premières heures par un obus. Le fusil chasse-peau fait des ravages dans les rangs adverses, mais la coordination manque. L'infériorité numérique pèse lourdement. Wissembourg tombe en moins de 24 heures. À Paris, on minimise encore l'événement en le réduisant à une escarmouche. Le 6 août, c'est à Reichshoffen ou Froschwiller, où MacMahon aligne 45 000 hommes face à 80 000 Prussiens. Les chasse-peau fauchent les lignes entières, mais les canons Krupp ripostent avec précision à longue distance. La charge héroïque des cuirassés est un désastre. Dans un contexte plus offensif, une contre-attaque française bien menée aurait pu inverser le rapport de force, mais la passivité coûte cher. L'Alsace s'échappe et MacMahon se replie vers Châlons, désorganisé. Le même jour, à Spicheren, la position française sur les hauteurs est solide. Les chasse-peau y brillent, mais plutôt que de lancer un assaut décisif, les officiers hésitent. Les Prussiens, renforcés et bien ravitaillés, enveloppent les positions. Cette absence de réaction stratégique ouvre la voie à Metz et à la perte progressive de la Lorraine. À la mi-août, l'armée de Bazaine, forte de 180 000 hommes autour de Metz, aurait pu agir. Le 14 août, à Borny-Colombey, la défense française inflige des pertes notables, mais Bazaine choisit de reculer vers Metz plutôt que de percer vers Verdun, une hésitation qui scelle sa fermeture. Puis, le 16 août, à Mars-la-Tour, Bazaine dispose d'une supériorité numérique. 130 000 Français contre 70 000 Prussiens. Mais les ordres manquent de clarté. Sans offensive rigoureuse, les Français sont bloqués. La cavalerie prussienne ralentit l'armée. Celle-ci recule à nouveau. Encore une fois, un coup d'éclat offensif aurait pu changer la donne. Le 18 août, Gravelotte-Saint-Privat, dernier affrontement avant l'encerclement. Les troupes françaises retranchées infligent plus de 20 000 pertes aux Allemands grâce aux chasse-peau et aux mitrailleuses Riffy. Mais Bazaine refuse de lancer une contre-attaque. Les Prussiens, malgré leurs propres pertes, enveloppent la position. Metz devient une prison. Pendant ce temps, une nouvelle armée se forme à Châlons, à peu près 120 000 hommes, destinés à secourir Metz. Si seulement elle arrivait à temps. Fin août, dans l'espoir de briser les Trentes, on se dirige vers Sedan. Mais Moltke concentre sans peine 200 000 hommes autour de la ville, grâce à une logistique efficace. Le 1er septembre, la bataille éclate, l'artillerie Krupp écrase tout sur son passage. Les mitrailleuses mal exposées sont rapidement hors de combat. À Bazeilles, l'infanterie française livre une lutte maison par maison. Napoléon III, incapable de coordonner l'effort, finit par se rendre. Avec cette capitulation, l'Empire s'effondre, des milliers de prisonniers sont faits, dont l'empereur lui-même. La République est proclamée 4 jours plus tard. Tout cela aurait pu se jouer autrement. L'historien Gutmann insiste sur le fait que
Après Wissembourg et Reichshoffen, la guerre restait encore complètement jouable si les chefs français avaient su contre-attaquer au moment opportun. Mais leur prudence, leur manque de coordination et l'absence d'audace transforment une situation encore équilibrée en une débâcle programmée. Mais la guerre est finie, la défaite consommée. Pourtant, le titre de cette vidéo pose une question qui hante encore les esprits. La France pouvait-elle gagner en 1870 ? Était-ce une fatalité gravée dans le marbre de l'histoire ou un enchaînement de hasards malheureux, d'erreurs évitables qui ont scellé le destin ? Tournons-nous vers l'historien Antoine Reverchon. Dans son ouvrage La France pouvait-elle gagner en 1870, publié en 2014, Reverchon adopte une approche rigoureuse et imaginative. Il ne se contente pas de spéculations fantaisistes, il s'appuie sur les faits historiques, des documents d'archives et des analyses stratégiques pour construire des scénarios alternatifs plausibles. Le grand récit diplomatique, et si la France avait évité son isolement total. Napoléon III a déclaré la guerre sans alliés solides, laissant Bismarck tisser sa toile en neutralisant l'Europe. Reverchon explore ce scénario en détail. Imaginez une alliance réactivée avec l'Autriche, encore revancharde, après sa défaite à Sadowa en 1866 face à la Prusse. François-Joseph Ier, empereur d'Autriche-Hongrie, avait des intérêts communs avec la France pour freiner l'ascension prussienne. Si des négociations secrètes avaient abouti, peut-être en échange de concessions en Italie ou dans les Balkans, les Autrichiens auraient pu ouvrir un second front à l'Est, forçant Moltke à diviser ses armées. Résultat, les 900 000 Prussiens et Alliés se seraient retirés. Les premiers chocs en Alsace tournent à l'avantage français. Et Bismarck, paniqué, négocie une paix hâtive. Ensuite, le volet militaire. Et si la mobilisation française avait été plus rapide et efficace ? Reverchon pointe du doigt la loi Niel de 1868, cette réforme ambitieuse qui visait une conscription universelle et une armée de masse, mais qui fut sabotée par les oppositions parlementaires et les exemptions pour les riches. Imaginez si elle avait été appliquée à fond, sans compromis. La France aurait pu aligner 800 000 hommes entraînés dès les premiers jours, au lieu de 600 000 dispersés et mal équipés. Les réservistes, formés localement comme en Prusse, auraient rejoint les fronts en 10 jours au lieu de 20, évitant les retards logistiques absurdes, comme ces soldats lorrains envoyés à Angoulême pour équiper avant de rebrousser chemin. Reverchon écrit un scénario captivant. Les Français frappent préventivement, traversant le Rhin avant que Moltke ne concentre ses forces. Les chemins de fer français, mieux organisés, acheminent 70 trains par jour contre les Prussiens, permettant une offensive surprise en Sarre. Résultat, les batailles comme Wissembourg deviennent des victoires françaises, avec les chassepôts dominant sans conteste. Et les mitrailleuses Griffy ? Reverchon imagine un usage révolutionnaire. Au lieu de les exposer comme des canons, elles sont placées en embuscade dans des positions camouflées, crachant 125 balles par minute sur les assauts prussiens à Froschwiller ou Gravelotte. Imaginez la scène, les lignes prussiennes si disciplinées s'effondrent sous un feu invisible. Enfin, le « et si » politique le plus intrigant, et si Napoléon III avait évité la provocation de la dépêche d'Ems, ce télégramme truqué par Bismarck qui humilia la France et enflamma l'opinion. Reverchon explore une diplomatie plus astucieuse. L'empereur, conseillé par des ministres clairvoyants, ignore le piège et négocie en coulisses avec Guillaume Ier. La guerre est retardée d'1 ou 2 ans, donnant le temps à la France de réformer son armée, de consolider des alliances et de moderniser son commandement. Peut-être même que l'unification allemande s'effrite sous les tensions internes, avec les États du Sud hésitant à rejoindre la Prusse. Reverchon va plus loin. Dans ce délai, la France exploite ses atouts industriels pour produire plus de chassepôts et de mitrailleuses, ou forme ses officiers à des doctrines modernes, abandonnant les charges napoléoniennes pour des tactiques défensives inspirées des Américains. Le suspense culmine quand la guerre éclate enfin, en 1871 ou 1872. Ces scénarios de Reverchon ne sont pas des rêves fous, ils s'appuient sur des possibilités réelles. Des documents d'époque montrant que des voix, comme celle d'Émile Ollivier, avaient averti des risques. Ils montrent que la défaite n'était pas inévitable, mais le fruit d'erreurs en cascade, arrogance, impréparation, isolement. L'histoire n'est pas figée, elle tient à un fil. Qu'en pensez-vous ? J'attends vos commentaires. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter comme je viens de le dire, partager et bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche de notification.